Vous écoutez Radio Ma'arif. Le podcast Histoire. Le podcast Histoire est produit avec le soutien de Maroc Télécom. Bienvenue les amis sur Radio Ma'arif, nouvelle saison, podcast Histoire est toujours là et on est très heureux d'accueillir à nouveau Mustafa Khadili, qui est le recordman un peu de nos sélections. Comment ça va ? Bonjour. Tout va bien ? Ça va, plaisir de retrouver Radio Ma'arif. Est-ce que tu as encore des choses à nous raconter ou on a fait le tour ? Est-ce que tu pourras me dire quand tu n'auras plus rien à nous dire en fait ? J'espère, mais vu l'histoire longue, vu il y a énormément de détails, il y a énormément de choses, on a beaucoup abordé ce qu'on pourrait dire le macro un petit peu, on a survolé pas mal d'événements. Rien que l'époque coloniale, il y a encore tant de choses à dire, mais bon, step by step comme on dit, et puis les autres périodes, les autres collègues, il y a tant à dire sur... Je veux dire, pour nous, peut-être c'est un détail, mais les gens ont besoin de savoir et doivent savoir un petit peu sur, je sais pas moi, le système de nourriture, comment manger avant. Quand on voit aujourd'hui toutes les logistiques qui sont derrière, etc., ça nous paraît très compliqué, mais à chaque période, ces technologies, quel que soit leur niveau, mais en tout cas, l'alimentation, les routes, les histoires de tous bords peuvent toujours être intéressantes pour les gens, il n'y a pas de problème. Alors aujourd'hui, tu nous as concocté, tu nous as déniché un destin individuel, des destins individuels, une poignée de Marocains qui, comme on adore le faire, sont des petites histoires qui nous renseignent sur la grande histoire. De qui veux-tu nous parler, s'il te plaît ? C'est l'histoire de 4 Marocains et leurs épouses retenus aux États-Unis comme esclaves en 1790. Est-ce qu'on a leur nom ? Oui, d'après les documents, en tout cas publiés par le Congrès de l'État de South Carolina, qui a demandé au Congrès américain des 13 États indépendants à l'époque de ratifier ce qu'ils ont décidé. C'est très intéressant parce qu'on parle beaucoup de la reconnaissance marocaine des États-Unis, mais qu'est-ce que cela impliquerait ? D'abord, pourquoi, etc. Et là, c'est l'histoire de 4 personnes qui déclarent avoir été dans leur pays, défendre leur territoire, apparemment des officiers de l'armée du sultan, qui étaient quelque part dans ce qu'on appelait historiquement le Soudan. Alors on peut imaginer aujourd'hui que peut-être entre le Mali et le Sénégal, et qui ont été capturés par un roi du coin. Donc vendus comme esclaves, récupérés par un capitaine qui leur a promis de les amener en Angleterre pour les donner à leur ambassadeur, et qui trace directement vers l'Atlantique, et là ils sont vendus comme esclaves. Aux États-Unis. Aux États-Unis, absolument. Ils débarquent en Caroline du Sud. Nous sommes en 1700, en tout cas l'histoire commence en 1789, parce que l'acte par lequel ils ont été libérés, ils ont accédé à la libération, en tout cas leur statut de citoyen, c'est le 20 janvier 1790. D'accord. Il s'agit de noms qu'on a, en tout cas qu'on leur a donné parce que c'est bizarre. Alors, ils se nomment Francis, Daniel, Hammond, donc ça peut être Hamoud, et Samuel. Alors, Smaïl peut-être, ou Samuel, s'ils étaient de confession juive. Avec leurs épouses, Fatima, Flora, Sarah et Clarinda. Donc 4 hommes, 4 femmes, pris quelque part dans ce qu'on appelle historiquement le Soudan, vendus, etc. Ils arrivent esclaves. Ils rachètent leur liberté, ils travaillent dur, ou comment ils ont fait, en tout cas d'après ce document publié par l'Assemblée de la Caroline du Sud, et ils intentent une action, une pétition auprès de cette Assemblée, en arguant que nous sommes des sujets du roi du Maroc. Et vu le traité d'amitié et de reconnaissance de l'indépendance entre le Maroc et les États-Unis, ils ont le droit d'être libres et de vivre librement. Ils ont acheté leur liberté ou obtenu leur liberté par ce procès D'après politique ? ce document, en tout cas qui a été publié, c'est qu'ils ont acheté d'abord leur liberté. Ensuite, ils ont fait une requête pour être reconnus. Non pas en statut d'esclave, parce que c'est une histoire de loi. Il y a une loi aux États-Unis qui s'appelait Negro Act, d'il y a 1740. C'est-à-dire le statut du noir. On revient à l'histoire rocambolesque de l'esclavage et le statut du noir. Tu peux être noir libre, mais tu restes un noir, soumis à une loi spécifique au noir, contrairement aux blancs. C'est une sorte de système d'apartheid qui était en vigueur pendant très longtemps, jusqu'au premier mouvement d'émancipation dans les années 20 du XXe siècle. Est-ce que ces gens sont noirs ? Allez savoir, probablement, puisqu'ils ont été dans ce statut. Probablement, mais rien ne le précise puisque le document ne parle pas de leur couleur. D'accord. On peut l'imaginer.
Probable, puisqu'il n'y avait que les Noirs apparemment qui étaient sujets à l'esclavage à ce moment-là vers les States. En tout cas vers les Amériques du Nord, du Centre, du Sud. Donc que dit la cour de Caroline? Eh bien, elle se réunit le 20 janvier 1790 pour étudier cette pétition présentée par ces personnages et étudier leurs requêtes. Alors, il précise que nous sommes des sujets de l'empereur du Maroc et résidant dans l'État. Donc, c'est pour ça qu'ils ont racheté d'abord leur liberté et ensuite ils sont résidents, mais apparemment ils sont restés dans le statut de ce qu'ils appellent Negro Act, c'est-à-dire esclaves ou anciens esclaves. Et ils n'ont jamais commis de faute, etc. et qu'ils demandent justice d'être reconnus comme des citoyens libres. Donc apparemment, ils demandent la citoyenneté, la liberté d'être des citoyens et d'être reconnus comme des citoyens comme les autres habitants des États-Unis qui ne sont pas soumis à cette loi des Noirs. Et ils font référence à ce traité maroco-américain qui lui date quand même de décembre 1777. C'est-à-dire même pas 9 mois après l'indépendance des États-Unis déclarée en janvier 1777. Alors nous sommes à la période du sultan Sidi Mohamed Ben Abdallah. Alors attends, avant d'arriver sur le traité, quelle est la décision de la Cour de justice? Eh bien, il leur accorde ce qu'ils souhaitent. Et on n'entend plus parler d'eux. Voilà, là, l'histoire s'arrête ici. Alors, est-ce qu'il y a une suite? Il doit y avoir quelque chose de probable. Là, c'est les archives américaines qui vont nous éclairer, et surtout de la Caroline du Sud, où probablement leurs traces existent encore. Parce qu'on a des traces de Marocains, je veux dire, dans le monde, comme ça, hein, en Europe, comme ces histoires de... Les gens, là, du cirque, les acrobates. On a aussi des traces des acrobates marocains fin 19e siècle, Sidi Ahmed Moussa, qui se produisait un petit peu en Algérie à l'époque coloniale, l'Algérie française, et qui ont été récupérés par des sociétés de cirque. Les premiers, je crois que c'était en Allemagne, à partir à peu près, les traces qu'on a trouvées, selon certains papiers qui se sont penchés sur cette histoire, à partir de 1870, 80. Et là, la vague a commencé à partir. Ça a commencé en Allemagne, après en France, en Angleterre. On a trouvé des traces de ces Marocains-là un peu partout en Europe qui sont partis d'une manière individuelle ou qui ont été recrutés pour faire les acrobates dans les cirques et puis qui sont restés dans les pays européens, qui sont morts là-bas et qui sont enterrés là-bas. Donc on trouve traces de ces Marocains. Là, ici, c'était des prisonniers de guerre à la base. Ils étaient dans l'armée du sultan, donc certainement quelque part. Et pourquoi avec leurs femmes? C'est ça ma question. Si tu es un soldat, pourquoi tu as ta femme avec toi les officiers, peut-être. Ou peut-être ils étaient les administrateurs de ce territoire. On est au-delà peut-être de Tombouctou. Attention, quand on parle de l'Empire du Maroc historiquement, avec ses limites qui vont jusqu'au fleuve Niger, au fleuve Sénégal, je veux dire le territoire est immense et puis nous avons une administration, en tout cas des soldats, des agents de l'administration, des impôts, etc. Les représentants du sultan, ils y vivent en famille. Oui, bien sûr, mais ce qui est bizarre, c'est que puisqu'ils avaient un argument pour faire valoir de leur statut, ils auraient pu utiliser cet argument avant d'être... Eh bien, ça veut dire qu'ils étaient des gens du pouvoir, ils étaient au courant de nos histoires. Oui, mais ils auraient pu avancer cet argument au moment de leur achat ici, sur le continent africain, plutôt que d'attendre, je ne sais pas, quelque chose... Non, ils racontent qu'ils sont des prisonniers de guerre, avec un roi local. Ouais. Donc celui-là les vend, ils rencontrent un certain capitaine anglais. Donc c'est quand ils arrivent aux États-Unis qu'ils trouvent un système... Capitaine Clark, exactement. Un système de droit, quoi. Ouais, un état de droit. Capitaine Clark, qui leur promet de les ramener en Angleterre, pour les présenter à l'ambassadeur du Maroc en Angleterre pour revenir à leur pays. Sauf que lui, au lieu de prendre la direction du Nord, il a pris la direction de l'Ouest. Alors, et c'est une valeur marchande aussi. Bien sûr, il les vend... Maintenant, moi, ce destin individuel de ces 4 couples, donc 8 personnes, est aussi un prétexte pour que tu nous parles un peu de ce fameux accord, duquel le Maroc reconnaît les États-Unis. On en entend parler tous les ans à peu près, lors des commémorations qu'il y a entre des fêtes américaines, etc. Il y a également, si vous allez à Tanger, vous pouvez visiter la légation américaine. Absolument, des documents là-dessus. La première propriété américaine en dehors des États-Unis, c'est cette légation. Elle date de 1820, je crois, à l'époque de Moulay Slimane. Voilà, alors parlons un peu de cet accord. Qu'est-ce qu'il dit? Il date de quand exactement? L'indépendance américaine date de début de 1777, c'est-à-dire leur conflit avec les Britanniques pour l'émancipation, les 13 États qui déclarent leur indépendance, leur liberté, etc. Se débarrasser du joug britannique. C'est un joug surtout fiscal. Hein. On est dans un système d'indépendance qui n'est pas vraiment le système colonial tel qu'on le connaît, nous. Non, c'est autre chose. Voilà. C'est les descendants des Britanniques, si j'ose dire, qui se révoltent contre leur propre pays ou contre leur pas les propre Indiens, couronne. c'est pas les autochtones. Absolument.
absolument. C'est pas les C'est pas gens comme les Marocains ou je sais pas moi. C'est ça. Ouais. C'est ça. Et à la fin de l'année, en décembre 1777, la reconnaissance marocaine. Alors, pour contextualiser, nous sommes à la période de Sidi Mohamed Ben Abdallah, qui est arrivé au pouvoir en 1757. Souera. Toute la côte atlantique. L'homme de Souera, Souera. l'homme de Souera, de Jdida. Et c'est lui qui récupère également Jdida et qui en fait... Donc l'homme du commerce international, quoi. Le du sultan commerce de- qui s'ouvre sultan justement des ports, quoi, les l'ouverture, ports, ouais. qui s'ouvrent sur le commerce international, qui essaie d'avoir des accords avec tous les pays pour les protections de leurs navires également, et la fourniture de produits. Donc commerce, mais aussi la protection, parce que sinon, tu as la piraterie encore, elle est là. Hein. Donc, Et puis, tu as également la fourniture de la nourriture tout court. C'est-à-dire, un bateau en transit, il a besoin de nourriture, d'eau potable, etc. Et ben, le droit d'appareiller, enfin, d'arriver sur un port et d'obtenir ce qu'il veut, selon ses accords entre les pays, etc. Les pays qui n'ont pas d'accord, c'est arrivé parce qu'on va le voir, c'est arrivé pour les Américains en 1804, la guerre de Tripoli. Quand les navires américains arrivent jusqu'à Tripoli pour bombarder la ville, parce que justement, ils ont passé un accord avec les Ottomans, mais le pacha de Tripoli voulait également, comme s'il ne reconnaissait pas la suzeraineté ottomane, et il veut, lui aussi, son propre accord, il veut être payé directement, et là, il prend un navire en otage, et là, un navire américain arrive depuis les États-Unis jusqu'à Tripoli en 1804. Au point même que dans la chanson de la Navy, ils disent « From the hills of Montezuma », c'est au Mexique, « to the shores of Tripoli », jusqu'aux côtes de Tripoli. Ça, c'est dans le chant de la Navy qui raconte leur gloire à travers la guerre contre les Mexicains. Donc, ils mentionnent les collines de Montezuma jusqu'au... Montezuma, c'est pas un chef aztèque. C'est un peu la région. Il y a une chaîne... C'est battu à Cortés. Il y a une colline, il y a une chaîne de collines sur la frontière entre les États-Unis et le Mexique qui s'appelle comme ça. Que fait la Navy sur une colline? Ils ont défendu leur pays. C'est là qu'il y a, je crois, la frontière avec le Mexique encore aujourd'hui. Alors, donc le Maroc, contrairement au Pacha, tu l'as appelé de Tripoli. Oui, parce qu'elle est sous souveraineté ottomane. Oui, le Maroc signe un accord avec les États-Unis. Oui. Il y a Sidi Mohamed Ben Abdallah. Oui, le commerce et surtout la protection des bateaux américains qui circulent dans le coin. Parce qu'ils viennent faire du commerce aussi. Ils rentrent en Méditerranée. Ils vont en Méditerranée orientale. Ils passent par le détroit. Et à l'époque, l'Espagne était encore au Mexique, en Amérique centrale. Donc, par exemple, à ce moment-là, l'Espagne n'a pas reconnu les États-Unis. Plus tard parce qu'ils sont rentrés en guerre. Et d'ailleurs, les histoires de frontières, elle a beaucoup bougé. New Mexico, le Texas, etc., tout le sud des États-Unis, à un moment, il y avait les Espagnols. Parce que le Mexique n'est pas indépendant, là. Non, pas encore. Donc, en fait, ils ont une frontière avec les Espagnols. Absolument. Absolument. Et du coup, ça fait un schmilblick entre les Britanniques, contre lesquels s'est révolté leurs descendants en Amérique, qui deviennent indépendants. Tu as les Espagnols qui sont voisins des États-Unis, mais ils sont encore, même en Floride, je veux dire, depuis la Floride jusqu'à la Californie, tout ça, c'était un domaine des Espagnols. Et tu as le Maroc qui vient faire un petit peu l'arbitre entre cela, d'où cet aspect stratégique pour les Américains d'avoir un allié en Afrique, à la porte de l'Europe, et qui pourrait leur servir justement de logistique pour la nourriture, l'eau, etc., pour leurs bateaux qui font du commerce avec les principautés italiennes, les Ottomans. Ils avaient des relations très soutenues avec les Ottomans, donc ils allaient jusqu'à la mer Adriatique, la Constantinople, etc. Donc voilà le contexte dans lequel Sidi Mohamed Ben Abdallah a vite compris ce changement qui a eu lieu dans les jeux politiques de son monde, et surtout dans un contexte où il est commencé à s'ouvrir sur la côte atlantique, puisque la navigation commence sur l'Atlantique d'une manière très intense, avec ce commerce triangulaire entre l'Europe, l'Afrique de l'Ouest et les Amériques, et puis ce transit vers l'Asie des bateaux. Donc ça commence à bouger, et Sidi Mohamed Ben Abdallah l'a bien compris pour essayer de capter ce qu'il pouvait capter de ce commerce, parce que nous sortions d'une crise très profonde, le conflit des enfants de Moulay Ismaïl pendant 30 ans. Lui, c'est le petit-fils de Moulay Ismaïl. Pour ceux qui voudraient voir des traces de cette présence espagnole dans le sud des États-Unis, il suffirait juste de regarder la toponymie des villes du sud des États-Unis. En Californie, c'est Los Angeles, Les Anges, San Diego, San Antonio, Santa Fe, etc., etc. Donc on est, les lieux se rappellent de ça, quoi. Absolument. Les lieux se rappellent de ça. Alors pourquoi? D'ailleurs, notre Esteban, le fameux Esteban, il était jusque-là, jusqu'en Floride. Alors Estebanico. Estebanico aussi. Estebanico, de Azmour, là. Mais il était dans ces zones-là. Il est arrivé jusque là-bas, mais en fin de parcours. Il est mort par là-bas, il est arrivé en Floride, il a marché avec Cabeza de Vaca, etc. Voilà, de la c'était Floride avec les Espagnols, en tout cas. Oui, bien sûr, avec d'autres Espagnols.
Espagnols, les 4 survivants de cette expédition. Voilà. Alors, pour terminer sur cette histoire d'ouverture internationale, d'une politique de Sidi Mohamed Ben Abdallah, qui est un petit-fils de Moulay Ismaïl, qui sort le pays de la crise en l'ancrant dans le commerce international, en développant les ports, récupération de Mazagan, c'est ça? C'est ça, Mazagan. Qu'il appelle lui-même Jdida. La construction de Souera, absolument. Mzran, Mazagan, qu'il appelle Jdida parce que elle a été détruite, si je me rappelle bien. Tout à fait. Voilà. On va avoir la construction de Souera. Oui, exactement, le port de Souera, etc. Qui est devenu le port par excellence sur l'Atlantique, pratiquement jusqu'au début du XXe. Oui. C'est pour ça que Ataï est associé à Souera, parce qu'elle rentrait par Souera. Disait Soueri. Soueri, par extension, c'est Ataï. Il y a un très beau podcast sur la ville de Souera qui a été fait avec Madame El Mrali, je vous invite à l'écouter. Et je voudrais quand même signaler que le successeur de Sidi Mohamed Ben Abdallah s'appelle Slimane Moulay Slimane, voilà, absolument. Qui lui a fait l'inverse. Voilà, c'est les contemporains, on en avait parlé, le contemporain de Napoléon, à cause des guerres napoléoniennes, il se renferme, il ferme parce qu'il ne voulait pas être pris en tenaille entre les puissances, etc. Et donc c'était la période de renfermement, c'est-à-dire l'inverse justement de ce qu'avait fait son père Sidi Mohamed Ben Abdallah. Alors cet acte dont on avait parlé, il est archivé, il a été publié, il s'appelle The Moors Sundry Act of 1790, l'acte du Moors, des morts, de 1790, et c'est là quand même qu'on se rend compte de l'impact de cette reconnaissance, non seulement sur le plan symbolique ou sur le plan du commerce, mais comment les Américains ont respecté cet accord quand quelqu'un s'est manifesté en disant « messieurs, dames, je suis sujet de... » Ah oui, là, tu es revenu au couple, là. Je croyais que tu étais dans le... Oui, non, enfin... Ah, tu es revenu, vas-y alors. Ouais. Moors Sundry Act of 1790, il est archivé, il est publié dans une série de publications des archives de Caroline du Sud, où, justement, cet acte a eu lieu. Je disais, c'est la symbolique de cet acte, non seulement la reconnaissance et le commerce et la protection des navires américains, mais aussi et surtout la reconnaissance des citoyens, du sujet du sultan à l'époque, comme des citoyens à part entière, et donc ils n'étaient pas sujets à être soumis à la loi des esclaves ou des anciens esclaves, comme c'était le cas aux États-Unis jusqu'au XXe siècle. Alors, si j'ai bien compris, Mustapha, il y a eu la reconnaissance des États-Unis comme pays qui vient très vite après l'indépendance, vers 77. Absolument. Ensuite, il y a un traité d'amitié, c'est ça? Absolument. Dont on a le texte, tu peux... Il date de quand, ce traité d'amitié? Non, alors, ce traité d'amitié, il date un peu plus tard, en 1786, et puis il est consigné. On va le lire, il y a le préambule qui commence ainsi. Alhamdulillah, هذا تقييد شروط الصلح التي جعلناها مع الماريكانوس الإسبانيول la phonétique وأثبتناها في هذا الدفتر ووضعنا عليها طابعنا لتبقى مستمرة إن شاء الله وكتبت بحضرة مراكش في 25 من شعبان المبارك عام 200 C'est avec l'écriture de l'époque, c'est le document originel avec le cachet du sultan, ce qui correspond à peu près à juin. Pourquoi on parle de solh, de réconciliation, pas de sadaqa, peut-être s'il y avait un conflit. Peut-être c'est un peu le vocabulaire de l'époque, vu qu'on avait des traités avec d'autres pays européens avec lesquels il y avait toujours des problèmes et puis on se réconcilie. Alors peut-être c'est le langage diplomatique de l'époque. Je veux dire, il n'y a rien d'anormal ou de particulier dans ce vocabulaire. Et il y avait des échanges, bien sûr, de lettres, etc., pour en arriver là, parce qu'on a des noms. John Adams, John Jay, Benjamin Franklin et d'autres noms, Thomas Barclay, c'est des noms qu'on retrouve aussi parmi les gens qui ont marqué l'histoire des États-Unis et comment tout cela se termine par ce traité signé à Marrakech par le sultan en 1786. Merci beaucoup, Mustapha, pour ces détails. C'est un petit peu le début de ces relations maroco-américaines qui sont souvent mises en avant comme étant les premiers liens diplomatiques développés par ce jeune pays qui s'appelle les États-Unis. Voilà. Et si vous voulez en savoir plus et que vous passez par Tanger, je vous invite vraiment à aller à la légation. C'est une très belle visite et vous allez trouver là-bas beaucoup de documents, dont celui-là qu'on vient de lire, et beaucoup plus de détails sur la nature de ces relations qui sont effectivement très anciennes, n'est-ce pas, Mustapha? Absolument, et cette légation, comme on a dit, date de l'époque de Moulay Slimane, qui s'est renfermée bien sûr suite aux crises avec les Européens, mais quand même qui garde une fenêtre ouverte sur le monde. Ça traduit un peu aussi ce qu'on répète souvent, et c'est pas une façon de manifester une sorte de patriotisme mal placé ou quoi que ce soit, mais c'est qu'il y a au Maroc un vieil État, un État très très vieux, qui a développé des relations avec les autres États depuis très longtemps. En fait, il y a une certaine profondeur de l'appareil diplomatique, en tout cas. Absolument. Merci, Mustapha. Merci à vous. Salut.
Le podcast Histoire est produit avec le soutien de Maroc Télécom. Maroc Télécom, un monde nouveau vous appelle.